Yves, tu voulais... Oui, je voulais juste dire peut-être une question. Les deux. Monsieur Chambéron, Vincent la reposera tout à l'heure. Moi, je suis un peu choqué de voir qu'à la Libération, De Gaulle ne s'appuie pas autant qu'il aurait pu sur les cadres qui sont forgés dans la résistance. Plein d'hommes de valeur sont apparus et souvent, je pensais par exemple à l'aventure de Serge Ravanel à Toulouse, ou la façon dont Aubrac, commissaire de République, finalement a été considéré dans ses... comment dire, lorsqu'il a mis d'une certaine façon en œuvre le programme de la résistance à travers les réquisitions, il a été un petit peu mis de côté, enfin mis très vite sur la touche. Et je me dis, est-ce que là, ça n'était pas se priver de forces vives et saines de la nation, de faire le choix de ne pas s'appuyer totalement sur eux et de reprendre aussi un certain nombre d'autres cadres. Je ne veux pas citer Papon, mais bon, il y a des gens comme lui, par exemple. Alors, Monsieur Chambéron, vous pouvez répondre. Par contre, il faut que vous me répondiez à moi, même si je ne vous ai pas posé la question, pour qu'on puisse vous filmer, s'il vous plaît. C'est comme au tribunal, on parle toujours au président. Je suis le président. Oui. Ce que dit Blondeau est parfaitement juste. Qu'il y ait eu des divergences entre la résistance intérieure et De Gaulle, c'est pas douteux. Mais comment s'exprimait-elle et par qui? De Gaulle, il n'était pas tout seul à Londres. Il y avait autour de lui un entourage. Et ce qu'on savait souvent, c'était par l'intermédiaire de l'entourage. Mais ce qu'on lisait, c'était des déclarations de Gaulle lancées coram populo, quoi. Mais c'était pour que les gens sachent quelle était la position du général, et puis c'est tout. Mais je pense qu'autour du général, il y a des gens qui ont mordu à cet argument du danger communiste. Et que ça exige beaucoup, et que ça explique beaucoup de mesures qui nous paraissent injustes, et en particulier la négligence de l'utilisation de ces cadres de la résistance, en particulier formés sur le tas. Le plus bel exemple qu'on puisse donner, c'est l'exemple du procès Papon. Moi, j'ai entendu un témoin de moralité qui a été un des délégués du général de Gaulle auprès de la résistance. Un homme qui a été courageux, qui a fait son devoir de résistant. Mais je l'ai entendu expliquer pourquoi il fallait choisir Papon. Il a dit, quelle était la situation quand nous sommes arrivés à Bordeaux? Il y avait deux forces. Il y avait d'un côté les Américains et de l'autre côté les communistes. Et il n'y avait rien d'autre. Mais c'est pas vrai. Et il n'y avait rien d'autre. Alors on a pris celui qui n'était pas sous la coupe des communistes ou des Américains, c'est-à-dire qui était un fonctionnaire de valeur et qui pouvait continuer sans se préoccuper s'il avait fait déporter de 1800 enfants juifs dans les trains qui allaient à Drancy et dans les camps de la mort. Bon. Mais c'est comme ça qu'il a expliqué les choses. Alors ça peut aussi expliquer pourquoi De Gaulle n'a pas été très gentil quand des parlementaires en juin 1940 se sont présentés chez lui et qu'on les a pratiquement évincés, quoi. Même si après De Gaulle l'a regretté et, à force lourde de larmes. Mais enfin, il y a eu certainement des choix idéologiques qui étaient des réminiscences d'un passé qui n'était pas si lointain. Ça, je le regrette. Parce que c'est vrai que ce qui est arrivé à Ravanel, pas seulement à Ravanel et à Aubrac, mais aussi aux militaires dans le genre Roll, tous les militaires qui ont été confinés à Versailles et qui avaient servi dans l'armée
dans la deuxième DB, ou certains qui ont servi dans la première armée, et qui ont été mis à l'écart parce qu'il a fallu faire la place à ceux qui avaient trempé un peu leur uniforme dans la naphtaline pendant un certain nombre d'années, quoi. Ça, je suis tout à fait d'accord. C'était une des parties du programme aussi, ça, que les cadres de la résistance, parfois issus des couches populaires ou des gens qui, comme ça, avaient évolué au sein de la résistance, avaient pris des responsabilités, même s'ils n'étaient pas des militaires de carrière à la base, même si c'était une des volontés du programme du CNR, qu'ils puissent aussi évoluer, qu'on puisse aussi reconnaître leur engagement. Ce que je constate, c'est que dans beaucoup de formations syndicales ou politiques, la référence au programme du CNR reste une référence quand même. Je dois dire que pour certaines forces qui ont été résistantes, cette référence a disparu de l'actualité actuelle, si je puis dire. Et je ne veux pas ouvrir une polémique avec des organisations politiques ou syndicales, mais qui n'en parlent plus. Ils ne savent même plus si ça existait ou ce qu'il y a dedans. Or, j'ai assisté à des colloques qui ont été organisés par des grandes centrales syndicales, des grands mouvements syndicaux. Tout le monde. J'ai assisté même au Sénat ou à l'Assemblée nationale, je me souviens, à un colloque qui était organisé sur le programme du CNR. Bon, je me souviens parce que j'avais dit que c'était très difficile de se procurer le programme du CNR. Lorsqu'on s'adresse au ministère des anciens combattants, c'est tout juste s'ils savent ce que c'est. Ça veut dire qu'il y a un défaut d'information. Au point qu'on peut se demander si ce déficit d'information ne résulte pas d'une volonté délibérée, ou simplement une absence regrettable d'une mémoire qui est en train de se déliter, quoi. C'était un peu ma question tout à l'heure quand je parlais justement de l'érosion des valeurs, c'était peut-être justement aussi en rapport avec cette mémoire qui est... C'est-à-dire que l'histoire, la mémoire, tout ça, il faut que ça soit entretenu, hein. Une réunion comme l'autre jour au lycée Hélène Boucher, ça permet quand même de demander à des jeunes filles, à des jeunes personnes, de réfléchir sur ces problèmes. C'est vrai que si la mémoire n'est entretenue que par la commission CASPI, comme on a vu récemment, qui voulait supprimer les dates mémorielles pour y substituer une journée unique du souvenir intitulée Memorial Day, ça a été un éclat de rire général, et si bien que le ministre lui-même a été obligé de déclarer: Monsieur Caspi, il propose, mais c'est le ministre qui dispose. Monsieur Caspi, out, vous pouvez disparaître, vous allez un peu fort. Et dans le congrès à Marseille, il y avait le préfet à ma droite qui représentait le gouvernement. Et j'ai dit, il y a quand même quelque chose qui m'agace, c'est qu'on me parle toujours de la nécessité du rapprochement franco-allemand, oubliez nos querelles, embrassons-nous Folleville. Et j'ai dit, moi, quand je suis arrivé au Parlement européen, le hasard de l'ordre alphabétique m'avait assis à côté d'un Allemand. Et au bout de quelques jours que je le connaissais, je lui dis, sans indiscrétion, tu as quel âge? Il avait mon âge, 1 an de plus, moi. Et parce que je ne sais pas. Tu sais que nous sommes fâchés, il faut que nous nous réconcilions. Il me regardait. J'ai dit, je ne sais pas ce que tu as fait pendant la guerre, hein, ça dépend. Qu'est-ce que tu faisais en 1930 au fait, toi, d'allemand? Moi, j'étais anti-hitlérien. Ah bon? Oui, ça veut dire que j'ai été obligé de quitter mon pays pour ne pas aller en prison et pour ne pas aller dans un camp de concentration. J'ai dû m'expatrier. Je suis allé en Norvège.
j'ai fini par m'engager dans l'armée norvégienne et je me suis retrouvé comme officier dans l'armée américaine et j'ai été au débarquement sur les plages de Normandie en 1944. Oh, mais comment tu t'appelles? Et ben, il me dit, je suis un ancien dirigeant du Parti socialiste et c'est tout ce que je peux te dire, quoi. Mais je suis un anti-hitlérien. Alors j'ai dit, pas besoin que je me réconcilie avec toi, là, on n'est pas fâchés. Ah non, on n'est pas fâchés. Alors pourquoi on me demande de me réconcilier avec le peuple allemand? Et d'autre part, voilà qu'on m'explique, puisque nous parlons de la mémoire, voilà qu'on m'explique récemment que les cérémonies commémoratives des grands événements qui ont marqué l'histoire de notre pays au cours des 50 ou 100 dernières années, ces cérémonies commémoratives ne sont plus suivies parce qu'il n'existe plus d'acteurs ni de témoins de l'époque pour faire de la représentation dans les cérémonies. J'ai dit, c'est curieux, je suis allé l'autre jour dans mon village natal, l'autre jour c'était le 14 juillet, il y avait un grand rassemblement, on chantait la Marseillaise, on parlait de la République, de la Bastille. J'ai regardé autour de moi, je n'ai pas vu un seul survivant de la prise de la Bastille de 1782. Et pourtant, on continue à fêter la fête de la Bastille. Alors ne racontez pas de conneries, monsieur le préfet, vous pouvez dire sur le ministre. C'est ça la mémoire. La mémoire, il faut la faire vivre, il faut qu'elle soit vivante. Et c'est aussi le rôle des organisations de la résistance. C'est leur responsabilité. Et il y a des mesures législatives ou bien des mesures administratives qui touchent à l'exercice de la mémoire, nous devons protester. Et là, je dis, ce n'est pas faire de la politique, c'est défendre simplement la politique de la résistance. Parce que la résistance a une politique, elle a un passé, et cette politique et ce passé doivent être défendus. Et après vous, quand les derniers résistants auront disparu, comment est-ce que vous voyez les choses? Alors je vais vous dire, le problème, nous l'avons posé à notre congrès de 1970, c'était dans la Saône-et-Loire, je crois. Nous avons posé le problème. Qu'est-ce que nous allons faire quand ceux d'entre nous qui sont là ne sont plus là? Et la réponse est venue. Eh bien, nous allons faire appel à des hommes et à des femmes qui n'ont pas vécu cette époque de la guerre parce qu'ils n'étaient pas nés, mais qui n'en partagent pas moins les valeurs qui ont été au cœur du combat de cette époque et de ces gens. Donc, nous allons ouvrir notre association à ce que nous avons appelé les Amis de la Résistance. Et grâce aux Amis de la Résistance, notre association reste une des plus importantes en nombre et en activité de la Résistance. Mais il faut penser que nous ne sommes pas éternels. Mais ceux qui n'ont pas réussi à faire ce choix, parce qu'ils n'ont pas été capables de l'organiser, sont maintenant devant des organisations qui sont mortes. Par exemple, l'organisation des combattants volontaires de la résistance, à laquelle je n'adhérais pas, mais enfin ça c'était mon choix, est tombée en quenouille et s'est dissoute parce qu'il n'y avait plus personne pour faire marcher la maison. Nous avons des gens qui se dévouent du matin au soir, toute l'année, ou qui sont en activité, ou qui sont à la retraite, qui se dévouent pour faire marcher la machine qu'on appelle la mémoire. Et justement, pour revenir là aux deux questions dont je vous parlais, on a dit souvent donc, que De Gaulle, quand même, malgré toutes les informations qui lui remontaient, ignorait quand même la réalité du terrain, sur certains points parfois, au niveau de la résistance intérieure. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, je ne comprends pas ça. Non. Non. Ça, les gens qui veulent expliquer quelque chose, ils ignoraient la réalité du terrain. Il avait suffisamment de gens autour de lui qui étaient capables de lui expliquer la réalité du terrain. Ça, je ne tâche pas d'importance à ce genre de truc. D'accord. Et pour finir,
Est-ce que vous pouvez nous reprendre le programme du CNR et le présenter pour le spectateur? Ah oui, mais il faut que je l'ai sous les yeux. Dans ces grandes lignes, hein, dans ces grandes lignes. Oui, mais... Oui, mais il faudrait que je revoie le programme lui-même pour me remémorer la structure. Hein. J'ai les grandes lignes, mais... Attendez, Je demande à ma femme si elle peut trouver... j'en ai un